Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de nouveau avec Bénédicte que j'ai avec moi. Je vous invite à aller voir d'ailleurs notre premier échange qu'on a eu au sujet de la permaculture. Donc je vous mettrai le lien ici en bas. Et aujourd'hui, j'ai voulu m'entretenir avec elle parce qu'il lui est arrivé quelque chose de particulier qui m'a beaucoup touchée. Et donc, nous allons parler du deuil. Et j'étais fort en résonance avec toi, Béné, parce que j'ai vécu quelque chose... j'ai pas envie de comparer nos deuils, mais en tout cas, on était tous les deux dans une période de deuil. On s'est un peu suivis là-dedans. Et puis, j'ai été aussi très proche de toi au moment où c'est arrivé. Je me rappellerai toujours de ton message où tu nous annonces que la vie n'a pas été tendre avec toi parce qu'elle t'a ôté, elle t'a pris ton fils. Et voilà, je vais de nouveau pleurer, mais non. Tout ça pour dire que j'étais auprès de toi quand ça s'est... Enfin, auprès de toi, proche de toi, pas physiquement, quand ça s'est passé. Et en fait, j'ai été très admirative parce que tu t'es beaucoup confiée à nous. Et on est dans un cercle de femmes, enfin, peu importe le concept, mais comme tu as tenu dans ce moment qui peut paraître dramatique, enfin qui est dramatique, et tu as eu une force de vie, une force de résilience qui m'a juste épatée. Et donc je voudrais parler de ce thème avec toi. Donc je propose pour commencer, je reprends mes esprits, de nous expliquer un petit peu... donc pour remettre le concept, je vais calmer mes émotions. Bénédicte est maman de 5 enfants. Elle a une vie particulière parce qu'elle a voyagé beaucoup avec ses enfants. Et puis elle est thérapeute en thérapie brève et elle est permacultrice. Et elle a écrit aussi un bouquin, ici, Les Murmures de Citlali, et qui est d'ailleurs une sorte de roman autobiographique et qui sont aussi, on voit, c'est justement sa tribu, comme elle dit, ses 5 enfants. C'est une photo d'eux au Mexique. Et donc voilà, donc je te laisse un petit peu reprendre la main pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Peut-être, je ne sais pas si c'est les derniers mois ou la dernière année ou les derniers jours que tu peux un petit peu expliquer. Et puis, quand cet événement est arrivé, puis je te reposerai des questions plus en lien avec le deuil et l'après, en fait. Mais pour que les gens puissent un petit peu... Oui. D'abord, merci de cet accueil, du partage. C'est quand même très particulier de pouvoir se déposer sur ce thème-là, d'autant qu'il est très récent pour nous, puisque Adrien est parti vers les étoiles. D'ailleurs, c'est le mot Citlali, ça veut dire étoile en nahuatl. Et ce bouquin a été écrit... Les murmures des étoiles, en fait, ça veut dire... Et ce roman, comme tu disais, un peu autobiographique, mais tout est faux, tout est vrai. C'était juste pour laisser une trace de 9 ans passés au Mexique avec les enfants, en me disant qu'à ce moment-là, c'est une tranche de leur vie et peut-être que dans quelques années, ils allaient perdre toutes ces saveurs et ces découvertes. Et dans ces découvertes, il y a eu aussi la culture mexicaine. Et dans la culture mexicaine, il y a une belle approche de la mort. Et donc, oui, ça m'émeut aussi de m'imaginer que j'ai pu écrire il y a quelques années des choses qui aujourd'hui peut-être prennent un tout autre sens. Parce qu'il y avait 2 thématiques dans ce livre. Il y avait comment se tissent nos vies. Et là, c'est 2 femmes qui se croisent, une qui est indigène et dans une vie très humble, et puis une femme
qui pourrait être moi, parce que c'est sûr qu'il y a des traces pour que ça ait du sens pour mes enfants, mais une maman européenne de 5 enfants qui débarque dans une nouvelle culture, donc il y a ce lien. Et il y a aussi tout ce que la vie nous envoie comme signes. Il y avait la thématique des signes. Et des signes qui sont là et qu'on décide de voir ou pas voir. Et on s'éduque à les voir ou on s'éduque pas à les voir. Enfin, c'est une sensibilité qu'on a ou qu'on travaille. Et je parle de ça parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que ce livre, qui correspond à une époque de ma vie où on a découvert justement cette approche de la mort qui est particulière au Mexique, où une fois par an, on va réaccueillir les morts chez soi. On va leur faire un hôtel, Altar de Muertos, où on va déposer tous les objets, par exemple, du défunt de l'année, on va les déposer en souvenir de lui. On va y mettre évidemment de l'eau, qui est symbolique de la vie, des bougies, des fleurs qui rappellent la terre, le feu pour les bougies, etc. Et c'est très très beau. Et encore dans certains villages, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent cet autel et parfois ils reconstituent le corps. C'est-à-dire ils bourrent le vêtement de pain et ils vont mettre soit un crâne ou une photo grandeur nature. Donc c'est visuel, c'est très puissant. Ils mettent sur l'autel, tout est décoré autour. Et il crée un petit chemin de fleurs séchées jusqu'à la rue. Ça veut dire que n'importe quel visiteur, même si tu ne connaissais pas la famille, est invité. Tu as une offrande, une bougie, une fleur. Tu rentres, parce que la porte est ouverte. Tu suis le chemin de fleurs. Tu fais le tour de l'autel. Et tu es dans une famille que tu ne connais pas. Et je décris ça dans le livre. C'est ça qui est fou aussi, parce que c'est toute une vision complètement différente de nos cimetières à nous, où, voilà, le mort est parti, c'est fini, bon. Et on va faire le tour du défunt. Il y aura de la musique, les gens vont pleurer, mais en même temps, ils vont rire parce qu'ils vont raconter des anecdotes. C'est vraiment l'honorer, le fêter dans toutes ses dimensions. Ils auront préparé le plat préféré du mort, qu'ils vont manger ensemble après. Et nous, en tant que, on va dire, étrangers, on va visiter, leur rendre visite, et on va partager el pan de muertos, un pain qui sont préparés, ou des tamales, qui est une préparation à base de pâte de maïs dans des feuilles de bananier. Et ça crée du lien. Et du coup, en fait, mes enfants, à l'époque, cette époque-là de l'année, qui est à la Toussaint, ils revenaient de l'école avec des squelettes qu'ils avaient dessinés, des têtes de mort. Pour n'importe quel étranger, ça aurait fait très glauque quand même. Et là, pas du tout. Et donc, on a créé nos hôtels des morts à l'époque, et on les a créés pour les grands-parents, les disparus. Et parfois, mes grands-parents, évidemment, n'ont pas connu mes enfants. Et donc, on crée des liens entre des générations qui ne se sont pas connues. Et mes enfants appelaient mes parents en Belgique et ils disaient « Tiens, papy, ton papa, il aimait faire quoi ?» Et mon père disait « Ah, il adorait dessiner. » Et du coup, à côté de la photo de l'arrière-grand-père pour eux, on allait mettre des crayons de couleur ou des peintures ou un petit objet. Et donc, on crée du lien entre des générations qui ne s'étaient pas connues. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Donc, déjà, dans ma vie, j'ai découvert une approche de la mort qui était complètement différente de ce qu'aujourd'hui on peut connaître en Belgique, en Europe. Je ne connais pas toutes les traditions, mais ensuite on a vécu en Asie, en Corée du Sud. Ils ont aussi un culte aux morts assez particulier. Ils ont aussi une fête qui s'appelle Chuseok, où ils vont... c'est lié à l'agriculture, aux semis, mais aussi aux anciens, etc. Et donc, on rappelle aussi la mémoire des anciens. Donc, on crée aussi du lien. Et c'est comme si ce lien, en fait, il prenait une autre teinte, mais il était toujours là. Et puis, donc, est arrivé, pour nous, en l'occurrence, Adrien est le 3e de notre tribu, hypersensible, avec un parcours de vie très particulier, puisque à l'âge de 2 ans et demi, on lui a découvert une maladie auto-immune qui a nécessité 2 ans et demi, 3 ans de chimio. Je parle donc Adrien avait 28 ans. Donc il y a quand même pas mal d'années, et il en est sorti de cette chimio. C'était un vrai guerrier.
Je pense que à cette époque-là, on avait une approche aussi assez holistique. On a fait le traitement conventionnel, mais on a fait l'homéopathie, mais on a fait l'approche biologie totale, on a fait plein de choses. Ce qui me fait dire aussi qu'Adrien, de par sa maladie, nous a ouvert, mais waouh, les portes à plein d'approches différentes, pas juste l'approche conventionnelle. Il nous a vraiment poussé à aller chercher ailleurs sur le sens, la symbolique des maladies, le lien que ça pourrait avoir et tout. Et donc là, ça a déjà été un premier cadeau. Je pense que dans une tribu, 5 enfants comme ça, donc ce sont 4 garçons, la 4e est une fille, ils sont tous différents, les mêmes parents, la même génétique a priori, etc. Et je suis persuadée que chaque être humain vient avec une intention différente, particulière, une mission qui lui est propre, y compris pour nos enfants. C'est pour ça qu'on dit toujours, mais comment ça se fait? Ils sont tous issus des mêmes parents, ils ont mangé la même chose, ils ont vécu les... Eh bien non, évidemment, ils sont pas venus s'incarner pour la même raison. Et en particulier, Adrien déjà, puisque c'est de lui qu'on va parler, il est venu déjà avec une intention où, techniquement, il n'aurait pas dû survivre, et il a survécu. Et il nous a permis plein d'approches différentes, comme je disais, et dans le service où il était soigné, je me souviens, j'aimais bien dire que je faisais d'autres choses, et le médecin me disait toujours « Oui, mais vous êtes gentille, madame, mais enfin, on sait quand même que c'est notre chimio qui fonctionne, avant tout. » Et j'étais heureuse qu'il le croie, et certainement ça y a participé, mais il n'y a pas que ça, évidemment, il y avait tout le contexte. Et donc, à partir du moment où on a eu la nouvelle, qu'à l'inverse de tous ces petits compagnons là-bas, qui n'avaient pas tous survécu, malheureusement, parce que ce n'était pas un cancer. On le soignait comme un cancer, mais c'est la maladie de Langerhans, histiocytose. Donc, on ne sait pas trop comment ça arrive, mais en fait, au lieu de défendre le corps, les globules blancs l'attaquent. Donc, en fait, on désactive les globules blancs en les réduisant à néant par la chimio, et on espère comme ça réinitialiser le système à l'intérieur. Mais la raison pour laquelle, est-ce que c'est viral au départ, on ne sait pas. En fait, ça touche un enfant sur 1 million. Donc, en gros, en France, il y en a 50 000 par an, ce qui est rien. Et on ne sait pas trop comment. On dit que ça peut revenir à l'adolescence, on dit que ça peut revenir à l'âge adulte, on ne sait pas trop. Bref, Adrien s'en est sorti. Et on a eu le souci de se dire, à partir de ce moment-là, on veut le sortir du contexte étiqueté Adrien malade et tout. Donc, on a eu cette opportunité de partir au Mexique et on est parti. Du coup, Adrien redevenait un enfant au milieu de la tribu, pas l'enfant malade, et il débarquait dans un contexte où personne ne savait son histoire. Tous les copains et tout le traitaient comme, on va dire, un enfant normal. On a eu 9 ans là-bas, 9 ans de bonheur pour Adri, où il a toujours eu ce rôle du milieu, donc il est le 3e. Toujours maintenir un souci d'équilibre, et ce qui nous a aussi beaucoup apporté une terrible exigence avec lui-même. Donc il fallait toujours faire 100%. D'ailleurs, c'était son... sa devise. Oui, sa devise. Il n'a pas fait de maternelle de par sa maladie, et je me souviens qu'il a fait en première primaire, juste avant de partir au Mexique, il m'a dit « Maman, tu sais que les points, c'est sur 100%. » J'ai dit « Bah oui, il faut bien que je les mette, mais il me dit « Je vais faire 100%. » Et je lui ai dit « c'est pas nécessaire, c'est juste qu'il faut mettre une limite. » Et lui, il n'avait pas capté ça. Il veut toujours arriver Et en fait, je comprends, parce que pour survivre, il a dû faire 100%. Ça, c'était inévitable. Et donc, cette aventure, voilà, lui a permis aussi d'être très exigeant vis-à-vis de lui-même, toujours premier de classe. Et donc, c'était aussi ça, quelque part, il a connu une forme d'excellence intellectuelle. Et ensuite, on a transité par la Corée. Et donc, ils sont restés dans le système français. Enfin, lui, il avait fait une petite année au Mexique aussi, dans le système mexicain aussi, parce qu'il n'y avait que les humanités inférieures là où on était. Donc il a fait une première année, puis il a terminé ses 2 dernières années au lycée français. Pareil, excellence, etc. Et il s'était dit que l'idée, c'était... il avait survécu, il allait être médecin. Donc il a commencé la médecine de retour en Belgique. Et en réalité, son problème, c'est que
il n'arrêtait pas de me dire pendant ses études de médecine, donc il a fait 4 ans, il n'arrêtait pas de dire je ne comprends pas, on soigne les gens, mais en fait le système dans lequel je suis en train d'apprendre n'est pas humain. Et il y avait quelque chose d'illogique. Et si bien qu'à un moment donné, il a complètement craqué, il a dit non mais moi en fait je ne peux pas, c'est pas juste pour moi, je ne supporte pas, donc il est parti faire une expérience en Australie. Il a vécu, voilà. Et puis il est revenu et en se disant, fini de réfléchir, je veux faire bouger mes mains. Et donc il s'est lancé dans une première expérience dans l'Horeca et on est arrivé au Covid et il s'est dit non mais ça c'était foutu d'avance. Et donc il s'est lancé dans une aventure de boulanger artisan pour retrouver de l'authenticité en disant mais finalement ta nourriture sera ton médicament, comme dit Hippocrate, donc allons vers quelque chose de plus sain et malgré tout dans ce système là il fait qu'il a travaillé, il me disait qu'il était en jet lag permanent et donc il a vécu à Bordeaux pendant 3 ans et on le voyait pas beaucoup parce que chaque occasion de se voir, c'était non, je travaille, non, je peux pas, non. Et toujours donc, dans l'excellence et la performance. Oui, mais tomber dans un système aussi sociétal où, en fait, cette performance, on l'exploite, évidemment. Oui. Et donc, beaucoup d'exigences et des horaires de fou. Si bien qu'au niveau physique, il y a eu une rupture d'équilibre et là est arrivé le burn-out. C'est une situation que je fréquente quotidiennement, moi, dans mes patients. Mais quand ça arrive à son enfant, évidemment, on n'est pas thérapeute, on est maman. Et donc, la seule chose que j'ai pu lui dire, c'est « prends ton temps et reviens ». Et donc, un autre cadeau qu'on a eu, c'est que avant de s'en aller de cette terre, il est revenu, alors qu'on ne le voyait plus beaucoup, et on a eu énormément de moments d'échange. On a pu beaucoup parler entre nous. Le suicide n'était pas tabou. C'était un sujet dont on a beaucoup parlé. Certainement, il m'a rassurée plein de fois en disant « Mais maman, ça je le ferai jamais parce que je vous aime trop. J'aurai jamais le courage. C'est pas le genre de choses que je ferai, etc. » Et donc là, pour moi, c'est peut-être la difficulté la plus grande aujourd'hui d'avoir été rassurée et de ne pas m'être alarmée et en même temps, comment dire, quand il a pris sa décision, ça a été pour moi en tant que maman, je pense que c'est le pire qui puisse arriver à une mère, c'est comme, comment dire, c'est comme physiologiquement, je vais dire ici, c'est un démembrement, c'est comme perdre une partie de soi. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai une expérience particulière le jour de son incinération où littéralement, j'étais très bien, j'avais rien la veille. Et ce jour-là, j'ai brûlé de l'intérieur. Vraiment, j'ai une montée de température de fou. Je ne comprenais pas ce qui se passait, j'avais mal partout. Tout le monde m'a dit « Ah, t'as peut-être le Covid, machin, une grippe, un truc. » Sauf que le soir, ma fille m'a dit « Maman, est-ce que tu as réalisé qu'en fait tu brûlais au moment où on a incinéré Adri ?» Et je pense que pour les gens qui ont un peu de notion en physique quantique, on dit que quand on touche à une cellule, une molécule, et que il y a sa cellule sœur qui est à l'autre bout de la Terre ou à des milliers, en fait, il y a une réaction de part et d'autre. Et il faut savoir qu'en tant que maman, à vie, on va porter par l'échange du cordon ombilical des cellules de nos enfants. Donc, tout comme mes cellules sont dans le corps de ma maman, moi, je porte les cellules des 5 de mes enfants. Et donc, j'y vois là quelque chose de complètement logique, de sentir ce mal-être en soi, de souffrir, hurler à l'intérieur, parce qu'une partie de soi-même s'en va. Et donc, là, déjà, physiologiquement, il y a quelque chose qu'un papa va souffrir terriblement aussi, à sa manière, mais qui est difficile de faire comprendre. Par exemple, dans le couple, j'arrêtais pas de dire, mais c'est physiologique.
il y a l'émotion horrible, le sentiment de ce qui arrive, mais il y a quelque chose. Et donc j'ai envie de dire aux mamans qui ont perdu des enfants, c'est juste de sentir ça. C'est à accueillir avec beaucoup d'amour, en plus de tout l'amour déjà qu'il faut se donner. Et donc il y a eu cette période-là. Et j'ai aussi, de par toute cette relation à la mort avant, j'ai lu énormément de choses. Et je me dis aujourd'hui, est-ce que j'ai lu ça pour me préparer? Je ne sais pas comment la vie est mystérieuse comme ça, elle nous fait venir des... Et donc, évidemment que quand ça arrive, c'est traumatisant, c'est terriblement dur. Mais j'ai un autre cadeau qui m'est arrivé, évidemment, qui est peut-être tout le monde n'a pas ça, mais je viens de découvrir qu'en fait ça arrive assez fréquemment. C'est ce qu'on appelle des VSCD, des vécus subjectifs de contact avec les défunts. Et c'est le docteur Christophe Fauré qui en parle très très bien. Je vous encourage à aller l'écouter sur tous les médias, on le trouve assez facilement. Et quand je l'ai entendu, ça m'a complètement rassurée parce que je me suis dit, ok, je ne deviens pas folle. Mais dès le lendemain du décès d'Adri, en fait, se sont instaurés des petits dialogues intérieurs. C'est un peu particulier à dire parce que, évidemment, on pourrait imaginer que c'est la douleur qui fait croire que... Enfin bon, il y a des choses un peu bizarres. Mais c'est vrai que sur les derniers mois avec Adrien, comme on a énormément parlé, qu'on était beaucoup au jardin, chaque fois il me disait « Maman, t'as pas 2 minutes, on va un peu parler dehors au jardin. » Et comme il voulait pas saouler tout le monde avec tous ces stress et autres qu'il avait, je disais « Ok ». Et donc c'était tout le temps « Maman, t'as 2 minutes, on peut aller parler ?» Et donc dès le lendemain de son décès, je me suis réveillée et j'ai dit à Denis, j'entends Adrien qui me dit « Maman, t'as 2 minutes, on parle ?» Et je me disais, ok, ça c'est la tristesse, c'est l'horreur, la souffrance qui me fait imaginer. Sauf que ça a continué et ce qu'il me disait était tellement sensé. Du coup, la première chose qu'il m'a dite, donc après j'ai commencé à les écrire parce que je me suis dit, ok, il faut que je note parce que sinon j'oublie. Surtout que maintenant ça se modifie un petit peu, mais ça reste très très beau. Au début, la première chose, il m'a dit, Maman, il faut que tu dézoomes. Et puis je regardais mon mari et je disais à Denis, qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut que tu dézoomes. Et puis après, ça s'affine et il me disait, oui, tu vois, là, t'es focus sur ton drame, et je comprends, et je suis désolée de la manière dont ça s'est passé. Mais quand il n'y a plus de sable dans le sablier, quand la mission est terminée, toutes les manières de partir sont fourbes pour les gens qui restent. Il n'y a pas une seule belle manière de partir. Et donc... que ce soit finalement au final l'accident, c'est l'injustice qui va primer. Que ce soit la maladie, ça va être aussi la colère, l'injustice, enfin tout ça. Et donc, quelque part, il me faisait comprendre que tout était parfait. Quand il disait dézoom, prendre l'altitude, tu verras, c'est parfait pour moi, c'est parfait pour toi, pour la famille. C'est comme ça. Et... les jours qui ont suivi, il y a eu plein de petits messages comme ça où il parlait de... Il faut lire les petites notes en bas des contrats. C'est les petites clauses là qu'on lit jamais et qu'on dit « Ah mince, ils avaient dit qu'il y avait une date de péremption à un moment donné. » Et c'est vraiment ça, comme s'il y avait une date de péremption à la mission d'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est fini. Quelque part, j'ai eu 25 années de bonus par rapport à ma vie initiale où j'étais pas censée survivre. Et aussi, ça lui a permis de connaître ses 2 petits frères et sœurs. Ça lui a permis aussi de ne pas partir directement. À cet âge-là, c'est difficile aussi d'avoir des enfants qui viennent directement après un enfant décédé. Donc, je l'en remercie pour ça aussi. Et toutes ces petites choses, ces petits messages que j'ai commencé à noter m'ont porté en fait. Et donc, j'ai pu sortir, et je ne suis pas encore sortie, hein, je veux dire, de plus en plus la tête hors de l'eau.
hors des larmes. Parce que pour contextualiser, je ne sais pas quand cet épisode sera en ligne, mais là, ça fait 4 mois, c'est ça? Oui, et c'était le 4 août. Ouais. Donc, et on vient de fêter 4 mois. Le 14 décembre. Voilà, donc, c'est sûr que, comme on disait, un décès, un enfant, plus un suicide, c'est... je pense que c'est... On disait, parce qu'on peut rire de ça aussi, hein, c'est le combo le plus horrible. Je veux dire, c'est... mais en fait, le fait de vivre, moi, dans le jardin tous les jours, de par mon côté permacultrice, et c'est une des choses qu'Adrien disait aussi, il n'y a pas de vie sans la mort. C'est juste impossible d'avoir un jardin sans être témoin, mais quotidiennement, de la mort. La mort d'une plante, la mort d'un arbre, la mort d'un animal, la mort d'un système. Et parce que c'est ça qui permet, évidemment. Donc, je me ressource énormément, évidemment, dans la nature, et ça me permet d'accueillir l'inacceptable, d'accueillir ce que j'appelle cet énorme défi. Et en même temps, j'ai cette chance, peut-être que tout le monde ne l'a pas. Je pense que tout le monde peut l'avoir, mais tout le monde ne l'a pas parce qu'il y a eu peut-être un travail, des cadeaux que j'ai reçus dans la vie, justement, culturelle, en parlant du Mexique, mais aussi de lecture, de choses qui m'ont fait avancer, qui me font dire que, ok, Adrien est sous une autre forme, une autre vie, il est là, avec des témoignages, pour moi, des petits signes de vie, des messages qui vont sans doute disparaître à un moment donné, parce que je pense que c'est maintenant que j'en ai le plus besoin. Et donc, ça permet d'accueillir avec plus, on va dire, de paix, d'apaisement. Souvent, parce qu'il m'arrive évidemment de pleurer encore beaucoup, souvent je dis, en fait, mon cœur commence à s'apaiser, mon esprit peut comprendre que, voilà, on passe à autre chose, on a une autre forme, il y a des tas de témoignages dans ce sens. En tout cas, c'est ma croyance, mais vraiment intime, que cette vie-ci n'est pas la seule, unique et forme, et qu'il y a bien autre chose au-delà de notre vie. Mais c'est quelque chose qui me permet de m'apaiser au niveau du cœur et de l'esprit, mais le corps, il est dense, il est lent, il est lourd, et donc le corps, il vit encore le manque, l'absence, le toucher, parfois. Enfin, le corps, il est beaucoup plus dense, donc il apprend plus difficilement. Oui, c'est sûr. L'esprit est très rapide, mais le corps, il est... Et qu'est-ce qui... Parce que souvent, dans le suicide, il y a toujours la question... Enfin, souvent que les gens se... Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que toi, justement, avec tes dialogues avec Adrien, je ne vais pas en dire qu'on ne pourrait pas avoir une réponse toute faite, mais est-ce que tu as la sensation de comprendre ? Alors... On n'aura jamais la réponse. On sait. Bien. Par contre, chacun part avec son petit paquet de culpabilité, évidemment. Donc ça, c'est déjà quelque chose aussi qu'on vient travailler. Adrien, justement, la raison pour laquelle, à un moment donné, je pense qu'il s'est retrouvé dans cet entonnoir où il n'y avait plus qu'une seule solution pour lui, c'était partir. Il y a 2 lectures de nouveau. La première, si on se trouve au niveau humain, ou si on va se dézoomer et se trouver au niveau de l'âme. Si je me trouve au niveau humain, pour lui, il était foutu. C'est ce qu'il disait. Il était foutu parce que dans sa tête, il voulait plus retourner au boulot, c'était infernal, mais à la fois, il ne savait pas comment se dépatouiller dans sa situation administrative pour rentrer en Belgique. Alors tout ça, en fait, techniquement se réglait très facilement. On lui avait dit, t'inquiète,
on peut même mettre une personne intermédiaire, que ce soit un avocat, n'importe qui clôture toute la situation là-bas. Parce qu'en fait... il créait son problème dans sa tête. Oui, en fait, il n'avait pas de problème. C'est juste le gars qui voulait juste quitter son boulot, mais pas perdre ses droits. Et ça semblait inextricable dans sa tête, mais en fait, c'est normal, il dormait plus. Ouais. Du coup, voilà. Donc, techniquement, en fait, ça ne s'explique pas. En plus, il était dans une famille hyper accueillante. Tous ses frères et sœurs ont, entre guillemets, pris du temps pour lui dire « Non, mais t'inquiète, on va faire un plan d'action. » Enfin, son frère est ingénieur, donc on va faire un plan d'action. Donc, petit A, tu fais ça ou ça ou ça. Petit B. Bon, voilà, sa sœur disait « Non, mais je vais mettre des oligo-éléments, des compléments alimentaires, parce que là, je sens que tu n'as plus de force et tout. » Elle lui fait un programme alimentaire. Puis son autre frère, alors qu'il faisait de l'écoute active. Et ce qui est très beau aussi ces derniers mois, on a eu tellement le temps de se dire qu'on s'aimait. J'ai jamais autant embrassé mon grand gars de 28 ans aussi souvent. Et il y a eu, donc c'est pas comme s'il était abandonné, perdu et autres. Non, il était là en famille et d'ailleurs il est revenu chez nous. C'est fou de partir à ce moment-là où il reçoit autant. C'est comme tu dis, il y a une date de péremption. Oui, quoi. Exactement. C'est pour ça que après, cette culpabilité, on la travaille et on se dit, mais en fait, on a pu beaucoup discuter avec les enfants et tout, et Julie disait, mais maman, pour la première fois, il a mis ses limites. Il ne mettait pas ses limites au boulot, machin, et tout ça. Il était toujours à dire oui et à accepter et à faire. Et donc, du coup, en fait, pour la première fois, il a pris une décision. Et Julie disait, mais on peut être tellement fiers de lui. Il a dit, ben là, c'est fini, je ne peux plus. Et c'est une décision ferme. Ce qui est tellement dur, c'est le côté irrévocable. Et on se disait, mais... Et donc, de notre point de vue, c'est horrible. Mais en fait, de son point de vue... C'est courageux. C'est hyper fort. Et donc, si on se met au niveau un peu plus haut, dans les paroles que j'ai notées et qui disaient « Quand je cherche le pourquoi, j'entends, il me dit « Maman, tu es en eau trouble. » Et les eaux troubles, c'est pas bon. Je veux dire, ça va pas te faire du bien, tu n'auras jamais la réponse et tout. Puis ça t'appartient pas, c'est son âme. Voilà, et donc du coup, il me disait, descends, va en eau profonde, ancre-toi. Et du coup, je disais à mon mari, je disais, mais ça me fait rire, parce que pour descendre en eau calme, il faut passer en eau trouble. Donc, le deuil, c'est ça aussi, c'est accepter qu'on a toute cette partie d'eau trouble, où on va se torturer, on va se dire, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Mais en fait, ça ne va rien apporter. Enfin, oui, ça va juste nous amener, peut-être à un moment donné, à descendre et à être, voilà, plus dans des eaux calmes. Mais soudainement, je ne sais pas, il va y avoir une houle terrible et on va remonter en eau trouble. Un souvenir, une pensée, et hop, on est reparti dans des... Ça me parle tellement, ce que tu dis. Ouais. D'être dans l'acceptation que c'est son chemin d'âme, que ça quelque part, ça ne nous regarde pas. Enfin, même si on est maman, sœur, fille, chaque âme est venue faire sa mission et sa manière dont elle part, quelque part, lui appartient. Et en même temps, dès qu'on remonte dans notre petite tête, ah, j'aurais pu, ben, c'est là qu'on vit l'enfer, en fait. Exact. Parce que je le vis avec moi j'ai perdu mon papa un mois après Adrien et bon, sa manière de partir, c'est quand si je vais dans ma tête et que je me dis tout ce que j'aurais pu faire, je me torture en fait. Et puis dès que je me dis allez, c'était presque son choix, même là si c'était pas dans mon cas un suicide, mais quelque part oui, cette manière de partir est quelque part à part presque un accident, on pourrait se dire non, mais je suis presque persuadée que oui. La manière dont on part et à l'image de ce qu'on est venu travailler, transcender sur Terre. Et avec tout ce que... J'avais une question de qu'est-ce qui fait que tu tiens aujourd'hui ? Alors il y a tout ce que tu as exprimé, ce dialogue, et puis cette manière de dézoomer, puis de regarder toute ta vie où tu dis « Ah, je me suis peut-être préparée finalement à ça et tout ça ». Mais il y a aussi quelque chose que tu m'as déjà témoigné, c'est tout le soutien et l'amour que tu as reçu. Ouais, ça c'est fou. Et
si tu peux nous en parler, ce qui est fou, c'est que justement, quand tu gardes ton regard ouvert, parce que si tu regardes que le drame, ça peut être la descente aux enfers, mais tu vois aussi tout l'amour de la vie, et c'est encore plus fort parce qu'on vit le drame. Exact. Ouais. C'est ce côté contrastant. On souhaite à personne de vivre ça. Mais on va tous vivre des épreuves, faut pas croire. On fait pas l'économie, c'est un peu le but de cette vie ici. Sans la résistance de l'eau, le bateau n'avance pas. Donc on va tous vivre ça, mais je me disais c'est fou qu'il faille atteindre ce genre de défi. C'est quand même assez traumatisant. Et en même temps, d'avoir tellement de gestes d'amour dans ce qu'il nous a apporté, nous, mais franchement, tous les jours, et encore au jour d'aujourd'hui, ceci, c'est un cadeau aussi, pouvoir honorer la mémoire d'Adrien, voilà, et en témoigner, et surtout de lancer ce message aussi d'espoir et de vie derrière. Mais tous les jours, on a des gens qui nous témoignent une pensée, un geste. Voilà. Et le fait qu'Adrien ait vécu sur 3 continents aussi, on a des choses qui se passent en décalage. C'est très lumineux aussi, parce que, en voyant ça un petit peu de l'extérieur, je ne suis pas dans la famille proche, mais j'étais là à la cérémonie d'Adrien. C'était lumineux, on était plus dans une ambiance, désolée, mais de mariage, dans l'ambiance évidemment, il y avait quand même quelque chose, tout le monde pleurait évidemment, mais c'était lumineux, c'était noble, c'était beau, il y avait quelque chose de très vivant qui moi m'a hyper impactée dans cette tragédie, j'ai envie de dire, alors qu'on peut aller dans un enterrement où c'est noir, c'est sombre et on voit pas la vie, quoi. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que le jour de la cérémonie, je trouvais que la lumière appartenait plus à... C'est comme si, en fait, quand tu vas à un enterrement, à des funérailles, j'ai l'impression que c'est certes, tu vas par la personne qui est défunte, mais en même temps, tu rappelles tous tes défunts et toutes ces belles âmes qui nous ont quittés. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait la présence de tellement de belles âmes qui étaient venues, tu vois, qui participaient à cette lumière. Et tu parles de mariage, et en fait, dans mes dialogues avec Adri, je disais, franchement, Adri, j'aurais préféré t'offrir un mariage plutôt qu'un enterrement. Techniquement, c'est vrai, quand tu as des enfants, c'est l'étape suivante. Et puis c'était l'âge à cet âge-là, voilà. Et il me dit, mais maman, je suis dans une alliance. Et je me lie avec la lumière. Waouh. Et avec une telle force de joie et d'amour là-dedans, que je me disais, mais en fait, c'est moi qui suis trop stéréotypée. Tu vois, le mariage, ça doit se faire comme ça. Mais en fait, un mariage avec la lumière, oui. D'être stéréotypée, je te trouve bien ouverte pour... Oui, non, mais dans notre société, tu vois. Oui, je comprends, mais... Donc voilà, il y a ça. Donc en fait, c'est des hauts et des bas. Mais avec beaucoup de soutien, d'amour, de gestes. Et parfois, je sais, des décalages. Il y a un message que j'avais reçu où un matin, Denis qui me dit, alors, t'as rêvé d'Adrien, parce que maintenant ça se passe plus, je m'endors, et je pose une question, je sais pas, et au réveil, soit j'ai eu un rêve, soit j'écris, souvent j'écris vite parce que sinon j'oublie, mais Denis qui me dit, alors est-ce que Adrien t'a dit quelque chose? Il me dit oui, il faut vivre en arbre, maman. Et en me montrant vraiment, cette vie, il faut la vivre, matérielle, il faut bien s'enraciner, mais avoir les branches tendues vers le ciel, donc avoir cette connexion à l'au-delà. Et ce jour-là, on reçoit un message d'une amie mexicaine. Ils étaient dans une petite école franco-mexicaine où tous les gens étaient un peu comme de la famille. Bref, c'était assez incroyable. Où j'apprends qu'en fait, ils vont planter 1500 cèdres sur les bords du Popocatépetl, qui était le volcan près duquel on habitait, et qu'on voyait tous les matins en allant à l'école, et qui vont appeler El Bosque de Adrián. Et je me réveille,
Maman, il faut vivre en arbre. Et l'après-midi, avec le décalage horaire, je reçois du Mexique cette annonce. Et ils nous ont envoyé un film hyper émouvant que tu as vu, super touchant, où ils ont été effectivement inaugurés. Et ils ont fait eux-mêmes une cérémonie. Et j'apprends que les gens qui ont participé à cette petite cérémonie, qui était vraiment leur manière à eux d'honorer Adrien, en fait, ça a bouleversé, ça a changé la vie de certaines personnes là. J'ai eu des témoignages, des gens qui ont fait des changements de vie ou qui ont tout à coup réalisé que quand tu as un décès, quel qu'il soit, il te repositionne, quoi. C'est clair qu'il impacte tes priorités. On a tous été impactés. Moi qui l'ai vu qu'une fois, barbecue, je l'ai rencontré quelques jours avant qu'il décède. Et ça a eu un impact très fort sur moi. Justement parce qu'il y a toutes ces questions de vie, de mort, de jeunesse, de l'ordre des choses. Et ce dont j'ai aussi envie de te demander, c'est parce que tu parlais toujours de cette notion, dans chaque défi, d'un cadeau mal emballé. Et dans ce truc qu'on peut dire le pire, comme tu as gagné le combo gagnant, moi, chaque fois que je t'entends, je n'entends que des cadeaux, quoi. Déjà, ce dialogue avec Adrien, toutes ces synchronicités avec le numéro 33 que vous découvrez partout, mais aussi ce lien dans tous ces pays, toutes ces coïncidences, toutes ces synchronicités. Et j'ai l'impression que ça te remet même plus en vie, quoi, que tu t'attaches encore plus à la vie, à l'émerveillement. Mais du coup, c'était là que j'avais sorti le fameux mot. Donc Adrien, franchement, ça avait commencé par un burn-out dont on entend parler partout. Et puis je disais, mais en fait, et si on voyait les choses autrement? Parce que moi, parfois, je vois ça comme un light-out. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui s'était éclairé en disant, ok, certes, la matière s'en va, c'est horrible, le manque, je veux dire, on pleure aussi beaucoup le potentiel qui ne sera pas réalisé selon nos critères à nous. 28 ans, c'est pas un âge pour partir. Et après, j'ai ma fille qui me dit, mais maman, qui a dit qu'il fallait attendre d'avoir 80, 90 ou 100 ans pour réaliser? Oui, pour avoir une vie pleine. Et pourquoi quelqu'un qui décide de s'en aller, c'est aussi tabou? C'est aussi parce que c'est sûr qu'après on veut pas créer des espèces de modes. Je sais qu'à un moment donné, y a eu comme ça des vagues de suicides et des jeunes qui s'en allaient et on disait mais c'est horrible, etc. et tout. Et c'est vrai que c'est horrible parce que c'est là où l'arbre nous rappelle qu'il faut vivre cette vie-ci. Il ne faut pas spécialement. Mais quand il y a quelque chose de lumineux qui s'en dégage, alors je me dis que peut-être on devrait commencer à accepter le fait qu'effectivement chaque mission est bien déterminée. Enfin, j'aime beaucoup aussi l'idée de dire qu'on a une mission et après dans le chemin qui va nous amener jusqu'à la fin de cette mission, on a un peu de souveraineté, mais il y a quand même quelque chose que notre âme a décidé de venir expérimenter. Et quand elle a fini, dans l'Église catholique, on dit le Seigneur a rappelé auprès de lui. D'autres vont dire la vie a fini son cycle. Moi, j'aime bien l'idée de se dire qu'en fait, une fois que c'est OK, une fois on part, donc ça pourrait être aussi l'idée de très très courtes vies. Des enfants morts-nés, des enfants... Ils viennent avec cette mission-là, qui est un raccourci peut-être pour une évolution autre qu'on ne connaît pas. Tout à fait, on ne sait pas tout. Voilà, donc il y a la part de mystère, mais moi je m'auto-surprends de cette force malgré tout, dans un drame qui est terrible. Et pourtant, on survit à ça. C'est ça aussi, se dire, mais c'est quoi qui nous fait survivre quand même? Parce qu'on peut survivre juste en rampant ou on se redescend petit à petit, tout doucement, et en retombant. Mais donc, il y a quand même une force là. Une force de vie forte. Oui. Qu'est-ce que tu crois qui est ton plus grand
piliers, il y en a plusieurs, hein, j'entends bien, tu en as déjà expliqué, ta relation avec Adrien, on va dire dans le subtil, ce que tu avais déjà reçu par rapport à la mort, enfin dans plusieurs cultures, mais est-ce que c'est le soutien de ton entourage et de tous ces gestes d'affection, d'amour qui te viennent? Est-ce que c'est le fait que tu as d'autres enfants? Est-ce que c'est la nature, justement? Est-ce que c'est ton compagnon? C'est quoi t'as l'impression, ou toi-même, enfin, c'est quoi ton plus grand pilier dans ce deuil et ce défi que tu traverses? Moi, je pense que c'est la biodiversité, tout ça. C'est toutes ces choses-là qui permettent. Et dans ma c'est tout ce que tu as cité. Et dans ma démarche à moi, parce que c'est ma nature, je vais aller lire. Je vais aller m'informer, je vais écouter des podcasts comme les tiens. Je vais voilà, parce que je suis à la recherche tout le temps d'outils et alors de sens. Voilà. Et puis me donner beaucoup d'amour pour pouvoir accepter les moments où je réalise que je suis très très petite. Parce que je parle du fait que je peux être forte et que voilà, mais je suis aussi... Et on l'est tous, c'est une facette qui fait miroir quand on est très petit. On est vraiment très insignifiant aussi. En tout cas, c'est hyper inspirant de voir une maman qui vient de perdre son jeune enfant, qui s'est ôté la vie et qui parle avec autant de sagesse, parce que j'espère vraiment, à travers ce témoignage, c'est aussi d'inspirer, de voir que la vie continue, de voir qu'on ne s'arrête pas et d'alchimiser tout ça, de prendre pour redonner, même si on ne peut pas faire autrement que de le traverser et de le vivre, comme tu dis. Tu as ton esprit qui peut se raconter des belles histoires, il y a le cœur qui peut, mais comme tu dis, le corps, on reste des êtres terrestre et attaché et petit et limité et donc donc on a quand même à traverser ça et sur ce combo on va en rigoler, ce combo gagnant que tu as eu, qu'est-ce que tu aimerais partager alors aux parents qui peuvent perdre un enfant, parce que c'est déjà une chose, que ce soit de la maladie, d'un accident ou tout ça, ou quelqu'un qui vit un suicide de quelqu'un de proche, et puis simplement aussi quelqu'un, et ça arrive très souvent, que quelqu'un perde, enfin quelqu'un, la mort. Quel serait ton message pour clôturer ce moment que tu pourrais partager en étant encore bien dedans? Le deuil pas fini, en processus. C'est ça aussi, c'est très récent. Et peut-être que... première chose, c'est vraiment que la vie n'est pas possible sans la mort. Donc, c'est quelque chose, c'est les deux choses c'est la seule chose dont on est sûr en naissant, c'est que... On va pas rester. On va pas rester, parce que c'est le principe même, c'est le grand jeu de la vie, en fait. Et de ce que je comprends qu'Adrien fait passer aussi, c'est que la vie, c'est un jeu, on joue un rôle et on se prend souvent trop au sérieux. Et donc, moi, je suis dans une phase maintenant où vraiment, je m'attelle à mettre du jeu dans tout. Et c'est bizarre parce qu'on pourrait dire mais c'est inadéquat par rapport à la situation, mais non. Et donc, il y a ce côté jeu, légèreté. C'est OK, en fait, d'être très... très triste, c'est OK d'être ravagé par ce qui se passe, comme c'est OK à un moment donné de rire. Voilà. Même dans le tragique. Voilà, ces deux choses-là, en fait, c'est OK. Et on peut passer sans justification d'une extrême à l'autre, parce que je pense que c'est la période de deuil, c'est ça, c'est qu'on comprend plus rien et qu'on perd tous ses repères, et donc ça, c'est OK. Et donc, dans ce OK, c'est beaucoup d'amour pour soi. C'est OK que le frère, le père, la sœur ou la cousine du défunt pète un câble et passe d'une extrême à l'autre, parce que c'est OK, c'est sa manière aussi de vivre ce qui se passe. Et il y a un des messages aussi qu'Adrien avait dit, il parlait de la confiance, et confiar, c'est se fier avec.
c'est avec soi-même, c'est se rappeler qu'en fait on a des ressources à l'intérieur, qu'il y a probablement, on dit souvent, il n'y a pas d'épreuve qu'on ne sait pas surmonter, parce que voilà. Mais je pense que si son âme a décidé de s'incarner, de partir, notre âme, elle a décidé de vivre ce qu'on est en train de vivre. Ouais. C'est un peu parfois surréaliste pour certaines personnes d'entendre ça, mais ouais, du coup, plus on va aller vers sa propre âme, vers soi, vers sa mission à soi, plus on va regagner en sens, en force, en amour, et c'est une aventure de dingue, quoi. C'est fou, mais voilà. Et ouais, je pense que c'est aussi un petit peu tout le chemin que toi tu fais, que tu partages. Voilà, oui, c'est clair que le retour à soi est pour moi la clé, peu importe ce qu'on vit à l'extérieur, mais il n'y a pas non plus de hasard dans les personnes qu'on rencontre, dans la famille qu'on crée, et donc oui. Et comme tu dis, c'est un jeu, le jeu de la Terre, on est humain, l'attachement fait partie du jeu, comment se détacher fait partie du jeu, et voilà, et d'être OK avec le fait qu'on soit que des humains, et avec tout ce que ça vient avec son lot, la souffrance, la peur, la tristesse, et tout ça, et avec tout le reste qui est plutôt positif. D'où le cadeau mal emballé, parce qu'il y a toujours très très mal emballé. Mais, oui. Et inversement, parce que des fois, justement, ce qui paraît très bien emballé, des fois, il y a une belle blague derrière. Exactement, ouais, donc tout à fait. C'est vrai que c'est... En fait, ce qui m'épate surtout, c'est que c'est souvent dans les pires moments, et comme tu dis, j'aimais bien l'image du bateau qui a besoin de la résistance de l'eau pour avancer, c'est que dans les biographies humaines, ce qui réveille les gens, c'est la douleur. Malheureusement. C'est la douleur. Et donc, et comme on parlait dans l'autre épisode du chardon, il y a un cadeau derrière. Et donc, c'est de garder cette ouverture et ce regard sur les choses. Et même si sur le moment même, franchement, on n'en veut pas, hein. On n'en veut pas de ce cadeau-là non plus. Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas, mais c'est aussi une force sur notre chemin à nous de vie sur lequel on peut s'appuyer. Ouais. Et il ne faut pas se comparer aussi avec comment ton cadeau mal emballé, de pas non plus, tu sais, avoir une sorte de pitié aussi. Ça aussi, c'est terrible, je pense, dans notre société. Oh la pauvre, tu sais, la pitié, et je trouve que ça alourdit le truc, alors que... Mais ça me fait penser à une remarque qu'on a eue très souvent quand Adrien était malade. Les gens disaient « Pourquoi ça tombe sur vous, une si gentille famille ?» Ah oui. Je me disais comme si, tu vois. Ah oui, bah oui. Boum, un coup du sort. Vous avez jeté le mauvais trop dé. de trucs bien, alors il fallait que... Oui, c'est drôle, un petit enfant malade. Oui, c'est ça. Et oui, et ne pas mettre les gens dans des cases. Drôle, le mystère de l'humain reste... Gardons ce mystère de l'humain et que... Oui, c'est comme moi, un peu un couple parfait, une petite famille, et puis je suis tombée enceinte d'un enfant trisomique, et alors tout ce qu'on peut projeter, quoi. Oh, la pauvre, une si jolie jeune fille, je pense que les gens peuvent se dire, c'est quand même terrible, ou alors tant mieux, parce que tu vois, elle croit que tout, j'en sais rien, mais ce truc, mais ne nous mettez juste pas d'étiquette, la vie, elle sait mieux que nous. D'ailleurs, je pense que j'ai fait un épisode là-dessus. L'intelligence de la vie, et tout est à sa place. Et chacun doit faire ça. Et en plus, les choses, c'est comme ça. Tu vois, tu peux lutter, faire un bras de fer avec la vie. En fait, elle va toujours gagner. Non, et puis toi, tu peux vivre ça et en tirer des forces extraordinaires. Et quand j'entends, quand tu nous parles de ta fille, de quelle sagesse vous y trouvez, et quelqu'un qui va avoir quelque chose qui, moi, me paraît moins dramatique, la perte d'un chien, pour moi, qui serait peut-être moins dramatique, et quelqu'un qui va faire une dépression et qui sera plus vivre après ça. Enfin, je veux dire, comme quoi, c'est vraiment propre à la personne qui le vit, comment la personne... Oui, et cette personne-là, c'est tout à fait... Enfin, c'est OK pour elle aussi de vivre son drame avec une perte d'un chien. Je veux dire, c'est juste... Oui, c'est aussi OK. Mais je veux dire, voilà, comme quoi, il n'y a pas de... On ne peut pas mesurer de comparaison à faire. Oui, tout à fait. Non, c'est intéressant de voir aussi que
c'est Épictète qui disait, c'est pas les événements qui affectent les gens, mais le ressenti qu'ils en ont. Ouais. Et c'est vraiment ça. Et qu'on a le choix aussi dans les ressentis. Enfin, dans la manière dont on aborde. Oui, tu vois, comme tu dis, moi, d'accueillir. Je peux aller lire, je peux aller dans un cercle de parents qui ont perdu leurs enfants. Je peux prier, je peux aller partir en voyage. Enfin, on est libre aussi de comment on fait face à ça pour se donner les moyens de se ressourcer. Sachant que dans un premier temps... Oui, alors je parle de... Tu ne sais pas toujours comment... On peut pas le lendemain... On est perdu. Non, mais ça fait partie du... Et on peut être perdu très très longtemps avant de... Enfin, là aussi, il n'y a pas de mesure, tu vois. Pour des gens, ça va prendre 10 ans pour se remettre. Pour d'autres, peut-être moins. Tout à fait. Donc, ouais. Bon, bien voilà, Merci. Merci à toi pour ce témoignage... fort, moi je le trouve fort, je t'admire dans cette manière de voir les choses, de partager et puis j'espère que ça pourra inspirer certaines personnes qui vivent un deuil, la perte d'un enfant ou qui connaissent quelqu'un qui s'est suicidé. Et qui n'hésitent pas aussi à se faire aider parce que ça aussi c'est se faire écouter, une voix. De se donner une place là-dedans, c'est important. Parce que sinon ça nous pèse, on peut avoir pas mal de petits poids sur le dos. Ouais. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode et à bientôt.